Et si on continuait notre exploration du rouge et du noir de Stendhal? Dans la dernière vidéo, on a beaucoup parlé du personnage de Julien Sorel et aussi de la difficulté des êtres à communiquer et l'incompréhension fondamentale entre certains êtres. Aujourd'hui, nous allons continuer en parlant des classes sociales dans le livre, de la politique et enfin sortir un petit peu de ce qui se passe dans le rouge et le noir pour prendre un peu de la hauteur et discuter de l'écriture mais aussi de la réception de l'œuvre dans son contexte. Julien évolue dans différents milieux, la petite bourgeoisie de province, le clergé et la noblesse. Stendhal n'est tendre avec personne, chaque classe sociale a droit à un tableau peu flatteur. Déjà, il y a la critique acerbe de la vie en province. Étant donné qu'on est à l'échelle d'une petite ville ou d'un village, c'est-à-dire d'un microcosme clos où tout le monde se connaît, chaque notable va intriguer pour avoir une bonne position sociale et tout le monde est d'une hypocrisie crasse. La position, le statut, le paraître constituent absolument tout ce qui importe. C'est l'essence de chacun. Il suffit de penser à Monsieur de Rênal pour s'en assurer. Lui qui vit dans des projections sur ce que Monsieur Valenod, son grand rival, peut être en train d'intriguer, notamment par rapport à Julien, et donc il va augmenter le salaire de Julien juste parce qu'il est convaincu que Monsieur Valenod essaye de le récupérer pour ses enfants. Et donc on sort de l'image de la projection un peu romantique, de la tranquillité, de la sérénité, d'une forme de liberté que peut apporter la campagne et la vie en province, pour au contraire montrer que, paradoxalement, dans une grande ville comme Paris, on est bien plus libre que dans un petit microcosme fermé. Le bourgeois est celui qui est parvenu à un statut grâce à ses activités, à la différence du noble qui a hérité d'un nom, d'une fortune, d'un statut, d'une position sociale. Eh bien, le bourgeois est un imbécile. Surtout la petite bourgeoisie qui ne jure que par l'argent. Prenons l'épisode où Julien se rend chez Monsieur Valenod. C'est un étalage de mauvais goût du début à la fin. On lui fait visiter la maison, mais seulement pour lui dire le prix de chaque meuble. On va même jusqu'à lui dire le prix de la bouteille de vin qu'on est en train de lui servir. Cette inélégance va dégoûter Julien. Et ce n'est pas anodin que ceux qui vont juger Julien à la fin du livre sont justement ces petits bourgeois de province. Ce sont eux qui vont le juger, mais beaucoup plus que le juger pour son crime, ils vont le juger et le condamner parce que c'est un fils de charpentier et qu'il ne devrait pas être là où il est. Ils n'ont aucun regard critique sur la société dans laquelle ils évoluent et qu'ils contribuent à construire. Alors quand Julien arrive à Paris, il a une certaine idée de la noblesse, mais il est un peu déçu de ce qu'il trouve, à quelques exceptions près, comme le marquis de la Mole que Julien tient en haute estime, qu'il juge élégant, bienséant, plein d'esprit, subtil, il découvre que la plupart des gens ne sont finalement ni bienséants, ni si intelligents que ça, et finalement sans grand intérêt. Il se fait anoblir de la manière la plus détestable possible, parce que Mathilde elle-même décide de sortir de sa condition, et elle a tellement envie de devenir une héroïne romantique qu'elle se comporte finalement plutôt comme une pauvre fille du peuple qui dégoûte un peu Julien. Dans tout le livre, Julien est en perpétuelle hésitation sur les moyens de gravir l'échelle sociale. Il aurait rêvé pouvoir se lancer sur les traces de son héros, Napoléon Bonaparte, mais à son époque, l'armée n'est plus le moyen de s'élever socialement, le clergé l'est. Donc avant d'arriver à Paris, Julien rejoint le séminaire, le lieu de formation du clergé. Et il se fait détester de tout le monde. Il ne comprend pas le code de ce lieu, et comme souvent avec lui, une fois qu'il les comprend, c'est trop tard. Mais pour sa défense, il se fait surtout détester parce qu'il est intelligent, parce qu'il a un esprit critique, alors que ses camarades ne pensent qu'à manger et ne pensent qu'à avoir une position sociale tranquille. Et gagner beaucoup de sous. Ils ne sont pas du tout animés par la foi, mais ressemblent plutôt à des commères de quartier. Stendhal se permet une critique assez acerbe de cette dévoterie sotte, parce que les mêmes personnes qui sont censées vous absoudre de vos péchés et vous élever vers Dieu ne sont pas du tout animées par la foi. À quelques exceptions près, évidemment, heureusement, on a l'abbé Chélan et l'abbé Pirard. Et pourtant, comme je le disais, la relation entre Julien et le clergé est vraiment ambivalente, parce que sans l'abbé Chélan et sans l'abbé Pirard, il ne serait pas arrivé là où il est arrivé. Le titre du livre a d'ailleurs été l'objet de nombreuses interprétations, comme quoi le rouge serait la couleur de l'armée, le noir celle du clergé, d'où la lutte interne incessante de Julien. Mais on peut aussi y voir l'expression d'une volonté de puissance individuelle, d'une passion personnelle, le rouge, qui est un peu mise au défi d'une société qui ne se pense plus elle-même et qui est domptée par un dieu vengeur, le noir. Passons maintenant... Ah non, on allait aussi parler de la politique, j'avais oublié. Catch, la politique. Une autre strate de compréhension fondamentale du livre est celle de la politique. D'abord parce que le livre est très ancré dans la réalité politique de son époque. Parce que lorsque Julien est secrétaire du marquis de la Mole, il va assister et même participer à des intrigues de la noblesse et du clergé pour reprendre le pouvoir face à la petite bourgeoisie montante. Alors,
Pour bien comprendre, reprenons un petit peu de contexte historique. Rapidement. Donc en 1989, nous avons donc la Révolution française avec notamment l'abolition des privilèges. Napoléon Bonaparte connaît une ascension fulgurante et suite à un coup d'État en 1792, commence le premier consulat. Vous me suivez toujours. En 1804, Napoléon se dit qu'un consulat c'est pas mal, mais qu'être empereur c'est un petit peu mieux, et donc commence le Premier Empire, avec l'instauration donc d'un nouveau régime politique et les nombreuses guerres napoléoniennes qui vont étendre, j'arrive pas à dire cette phrase, et les nombreuses guerres napoléoniennes qui vont étendre l'empire de la France sur l'Europe. Seulement, en 1814, suite à des conquêtes désastreuses en Espagne et en Russie, les coalisés envahissent la France et Napoléon est contraint d'abdiquer le 6 avril, il me semble. Oui, exactement. Il est donc gentiment envoyé sur l'île d'Elbe et peut commencer la restauration sous Louis XVIII, frère cadet de Louis XVI. C'est le retour à la souveraineté monarchique de la maison des Bourbons dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle. Alors, il y a l'épisode des 100 jours qui met un peu de grabuge dans tout ça, avec Napoléon qui revient tranquillement reprendre le pouvoir, mais tout s'achève avec la bataille de Waterloo. Louis XVIII remonte donc sur le trône, meurt en 1824, et c'est son frère, Charles X, qui prend la suite et qui abdiquera en 1830 pour laisser place à la monarchie de Juillet. Donc, alors pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que le Rouge et Noir commence en 1826, c'est-à-dire sous le règne de Charles X, dans une France encore marquée par le souvenir de Bonaparte. Charles X mène une politique réactionnaire qui va 6 ans durant réactiver les forces libérales, bonapartistes et contestataires. Les ultras de l'aristocratie et de l'Église se déchaînent. On cherche à écarter les bourgeois de la Chambre des députés, on limite la liberté de presse, l'Église s'empare de l'université, on fait planter des croix dans tout le pays, le sacrilège anticatholique est sévèrement puni. Faut bien avoir tout ça en tête parce que c'est cette politique réactionnaire de limitation des libertés individuelles qui va conduire à l'insurrection des Trois Glorieuses en 1830, date à laquelle s'achève le roman, à l'aube des Trois Glorieuses. Stendhal a mis beaucoup de lui dans le roman. Il a notamment participé à la deuxième campagne d'Italie menée par Bonaparte. 5e partie, l'écriture et la réception. Ce qui est assez malheureux, c'est qu'on sait finalement assez peu de choses de la manière dont Stendhal pouvait écrire. Il ne reste rien du manuscrit, ni de tout le travail préparatoire qu'il a pu faire. Donc finalement, on ne sait pas grand-chose de l'écriture du livre, à part que Stendhal aurait mis 6 mois à l'écrire. Stendhal voyait vraiment ses manuscrits et ses livres, et même une fois qu'ils étaient publiés, comme en perpétuel retravail. Il avait l'habitude de retoucher même ses romans après publication. Il corrigeait le style, il faisait des retouches, il était vraiment dans une démarche finalement presque itérative d'amélioration continue. Il avait notamment préparé un exemplaire pour une deuxième version améliorée du Rouge et le Noir. Ce manuscrit existe et on l'appelle l'exemplaire de Bussy. Aux dernières nouvelles, l'exemplaire de Bussy est encore la propriété d'un collectionneur privé qui a refusé de le mettre à disposition de la recherche et seules quelques notes, quelques passages ont été publiés et sont accessibles. Et ça c'est assez malheureux parce que ce serait intéressant pour le commun des mortels comme nous d'avoir accès à cet exemplaire. Parce que ça nous donnerait accès à la critique de Stendhal par Stendhal en fait, son autocritique sur son style. À certains moments il trouve que son style est trop abrupt, il trouve que c'est trop rapide et il était notamment un peu insatisfait avec la fin de son livre qu'il a dû écrire très vite. Et effectivement, qu'en tant que lecteur, on ressent cette fin qui est précipitée, qui est saccadée, qui tout se déroule d'une manière très rapide. Le Rouge et Noir a été lu à son époque, mais a été énormément critiqué. On a généralisé tel personnage, tel auteur. Et un romancier qui a pu concevoir le caractère qu'on disait abominable de Julien Sorel devait être lui-même un monstre, un psychopathe, quelqu'un d'abominable. Les contemporains ont été obnubilés par cette hypocrisie de Julien Sorel, par ce personnage sournois qu'ils jugeaient mais vraiment d'une méchanceté odieuse. Ils n'ont pas du tout vu en lui le produit et l'émanation de la société de son temps. Et les lecteurs de l'époque ont aussi fortement critiqué le tableau de cette société désolante, hypocrite, basse. Et finalement, ce qui est assez ironique et drôle, et là où la boucle se boucle d'elle-même, c'est que dans cette réception du livre, on retrouve la même hypocrisie des personnages du livre. Et finalement, cette réception donne raison à Stendhal sur la manière dont il a dépeint la société de son temps. Il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que la critique voie l'œuvre différemment et que l'opinion évolue. En définitive, Julien, comme tant d'autres, est la victime d'un ordre social
injuste, il est victime du cloisonnement des castes, il est victime d'un monde qui refuse de se penser différemment, qui refuse d'évoluer. C'est un livre certes un peu sombre, un peu démoralisant sur son époque, sur sa société, sur la vanité et l'hypocrisie de l'homme, en fait. Et en même temps, ne sortons pas les mouchoirs, Julien n'était pas non plus animé par de très belles valeurs tout au long du livre. Le Rouge et le Noir, c'est finalement un livre qui a été, pendant longtemps, mal compris, ou peu compris. Bon bah voilà, j'ai terminé. Moi j'ai adoré faire ce voyage dans le 19e siècle avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé la vidéo. Et du coup, petite transition, en ce moment c'est vrai que je publie moins de vidéos. Et je me posais la question de me recentrer sur à la fois les classiques et les mouvements littéraires, beaucoup plus que faire les critiques régulières d'un livre que je suis en train de lire. Et j'aimerais savoir si ça pourrait vous plaire. Si vous avez des idées de livres dont vous aimeriez que je parle, je ne m'engage pas forcément à faire une vidéo dessus, mais ça m'intéresse de savoir ce qui vous intéresse. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Il faut juste cliquer sur un petit bouton là en bas. Ça prend pas longtemps, ça me fait plaisir. C'est malheureusement, j'aime pas trop demander ça, mais c'est vrai qu'on peut pas se départir du nombre d'abonnés quand on est sur YouTube. Ça fait rentrer la chaîne justement dans un cercle positif, dans un cercle vertueux, qui fait connaître la chaîne à d'autres personnes, qui font eux-mêmes connaître à d'autres personnes, et donc potentiellement nous nous retrouvons en une super communauté de gens animés par des valeurs littéraires. Que vous dire de plus? À part vous souhaiter de belles lectures et de beaux moments.